On va aller discuter de la situation avec Mario Dumont, que je rejoins à l'instant. Mario, réaction à chaud? Oui, bien, on le sentait venir. La question, c'était pas est-ce que ça s'en allait vers ça. La question, c'était à quel moment les médias auraient un peu le courage là, de le dire. Parce que depuis au moins 24 heures, les écarts se creusaient en faveur de Joe Biden. Les possibilités mathématiques de retour de Donald Trump n'étaient plus là, dans plus qu'un État. Donc, il y a même une marge de manœuvre, là. C'est-à-dire que Biden pourrait en échapper un, mais il y en aurait assez avec les autres, parce qu'on a des scénarios au Nevada, en Pennsylvanie, en Georgie, où les écarts se creusent, même si ça reste des élections serrées. Mais à certains points, mathématiquement, et d'ailleurs, je pense que les médias l'auraient fait avant si ce n'était d'une certaine peur de Donald Trump, de comment il pourrait réagir, de ce qu'il pourrait dire. Là, CNN qui le fait, je comprends que NBC aussi, donc il y a différents réseaux. J'ai l'impression que dans une cascade, là, dans les minutes qui vont suivre, on va confirmer ce qui mathématiquement apparaît comme une évidence quand on regarde les résultats. C'est quand même fascinant qu'on ait eu peur du président et c'est ça qui a fait que on a... Ouais, bien... On a peur du président, on a peut-être aussi un petit peu peur de ses supporters. C'est à se demander, est-ce que les médias, certains médias, n'ont pas eu... On a étalé d'une extrême prudence parce qu'on veut pas avoir personne qui vienne casser les vitres au siège social du média. Là, j'exagère à peine. On est dans une atmosphère hautement tendue où on espère que les esprits, au cours des derniers jours, c'est peut-être le seul avantage du fait que ça a traîné, là. Les gens ont pu se préparer à la défaite. Mais en même temps, ce matin encore, cet avant-midi, des messages de Donald Trump surréalistes où il dit « I win this election big ». Je gagne cette élection-là facilement, de loin. Donc, c'est ça qui est sans précédent. Depuis 1776, là, il n'est jamais arrivé aux États-Unis. Depuis que le pays existe, il n'est jamais arrivé une telle situation où celui qui, de toute vraisemblance, à partir des données, perd l'élection, dit le contraire. Et là, il y a évidemment toutes ces histoires de fraude qui sont lancées dans les airs. Mais soyons clairs, là. Je sais qu'au Québec, il y a une poignée de personnes qui croient ça, qui nous écrivent des bêtises en disant « Vous le savez qu'il y a de la fraude, vous le dites pas. » Écoutez, là, même les républicains aux États-Unis, dans les États qui administrent le vote, ils disent « Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'irrégularité visible, il n'y a rien qu'on note. » Puis là, comprenons-nous, là, probablement qu'à la grandeur des États-Unis, dans un pays si immense, qu'il y a des petits organisateurs locaux des deux côtés, républicains et démocrates, qui ont peut-être fait voter un mort ou des petites niaiseries comme ça, il est probablement arrivé des deux côtés dans un pays si immense. Mais ce dont on parle ici, pas qu'aucune fraude est impossible, c'est que de la fraude là, en grand nombre, de la fraude systématisée, pour l'instant, il n'y a même pas un petit signe de ça. Quand on s'est présenté devant des juges du côté républicain pour essayer de plaider ça, en Georgie, entre autres, la juge a dit « Mais là, vous nous faites perdre notre temps, il n'y a rien, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de documents, il n'y a pas d'événements, il n'y a rien qui puisse même permettre, pas d'étudier une cause, d'ouvrir une cause, d'ouvrir un dossier pour l'étudier. » Donc, c'est ça la réalité. On a cette semaine, on peut trouver que ça a été un peu long, mais on a compté des votes légaux, des votes de citoyens. Évidemment, dans le cas de la Pennsylvanie, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça particulier, qui disent, je l'entends, là, comment ça se fait qu'il sort juste des votes démocrates ces jours-ci? C'est très, très simple, la réponse, très simple. M. Trump a eu une grosse journée de résultats le jour du vote parce qu'il a encouragé ses électeurs à voter le jour même. Les démocrates, depuis le mois de septembre, encouragent leurs électeurs à voter tôt, à voter hâtivement, à voter par la poste à cause de la COVID, etc. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Leurs électeurs ont voté par la poste, puis la Pennsylvanie a décidé que les votes par la poste, on les comptait pas avant, on les comptait pas pendant, on les comptait après. Donc, ils ont commencé à les compter essentiellement mercredi matin. Ça donne ça. Les votes qui sortent aujourd'hui sortent de grands secteurs urbains pour beaucoup comme Philadelphie, en Pennsylvanie, c'est ça qu'il y a eu dans les derniers jours, et sortent d'un vote par la poste qui est très, très massivement pour le Parti démocrate. Mais à la fin, là, l'ordre dans lequel on les compte, ça ne change rien. Chaque personne a voté une fois. Ces votes sont légaux. On les compte. Puis on arrive à un résultat, puis c'est Joe Biden le président, c'est ça la réalité. Là. Là, il y a une conférence de presse qui est prévue de la part des avocats de Trump au cours des prochains instants en Pennsylvanie. Encore une fois, comme tu le mentionnais, Mario, dur d'imaginer qu'on va avoir vraiment une poigne là, sur un argument. Là. Oui. Mais ils ont néanmoins un droit. Soyons clairs avec le camp de M. Trump. Ils ont droit au recomptage judiciaire. Il y a des règles dans chaque État. Si l'écart est plus faible, par exemple, dans certains États, c'est 1,5 de 1 dans certains cas, c'est 1 dans certains cas. Mais ça, c'est un droit fondamental qui a été exercé ici au Québec dans des comtés quand c'est très serré ou ailleurs.
on a le droit de repasser le bulletin par bulletin, de les contester devant un juge, donc de s'assurer que le compte des votes est bien fait. Et ça, M. Trump, il a droit, comme n'importe quel autre élu, président, il a droit au recomptage judiciaire. Ce qu'il faudra regarder, par exemple, c'est que là, les écarts se creusent en Pennsylvanie. Exemple, en Wisconsin, où ils demandent un recomptage, il y a quand même 20 000 votes d'écart. Donc, c'est un recomptage judiciaire où 20 000 fois de plus, tu vas faire annuler un vote démocrate qui est républicain. C'est loin. Parce que quand tu fais un recomptage judiciaire, souvent, il y a des votes qui s'annulent des deux bords, là, des gens qui ont fait un barbeau, une erreur, etc. Donc, ça devient, plus les chiffres rentrent, plus ça devient difficile de voir comment l'élection au recomptage judiciaire pourrait changer. Et c'est ce qui fait que les médias se sentent à l'aise aujourd'hui de dire, c'est Joe Biden le nouvel élu. Maintenant, l'ampleur de la crise politique qui va être engendrée par la conférence de presse des avocats de M. Trump à Philadelphie dans les prochaines minutes, on va la voir. On se comprend que il y a deux crises possibles. Une crise politique, c'est lorsque le président battu, défait par les chiffres, refuse de reconnaître le résultat. On plonge le pays dans une espèce de crise politique. Après ça, ce qu'on espère qu'il n'y aura pas, c'est une crise sociale. Lorsqu'on dit aux partisans, lorsque M. Trump dit à ses partisans, on se fait voler cette élection, il dit ni plus ni moins à ses partisans que la démocratie américaine ne fonctionne plus, que leur vote n'a pas été bien traité, pas bien compilé, peu importe. Et là, c'est les dangers que des gens se lancent dans des manifestations violentes ici. C'est l'importance du ralliement, c'est l'importance que les leaders perdants dans une élection, comme l'avait fait John McCain, comme l'avait fait George Bush père et d'autres, qui ont fait des discours avec de la classe, reconnaissant la victoire de l'autre, en disant on a fait campagne, on l'a fait de notre mieux, mais on n'a pas gagné, on reconnaît la victoire de l'autre. Il y a un gros élément de paix sociale là-dedans qui fait que les perdants de l'élection se disent, regarde, même notre candidat, il a confiance, le système, la démocratie a parlé. Quand le candidat perdant, dans un contexte social déjà très tendu, d'un président déjà très belliqueux dans son langage, en ajoute en disant on se fait voler l'élection, évidemment que tout le monde a des craintes d'une crise sociale, d'une crise qui descende dans les rues. Absolument. Et avec tout ça, bien hâte de voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et si Trump va continuer d'être président pendant ces dernières semaines, s'il va prendre des décisions. Oui, il l'est, oui, mais en fait, il est président jusqu'au 20 présidentiel. Il existe un cas extrême, disons-le, un cas extrême, où, dans les deux chambres, et dans ses propres secrétaires d'État, son propre cabinet, considère qu'il est devenu un danger pour le pays. C'est un cas extrême, là, mais ça pourrait arriver. Qu'il est devenu un danger pour le pays, et là, on pourrait lui retirer les clés de la Maison-Blanche avant la date prévue du 20 janvier midi, avant la date d'assermentation du successeur de Joe Biden. C'est Mike Pence qui serait par intérim le président? C'est Mike Pence qui finirait l'intérim. On se comprend que là, on est dans un cas extrême, où on se dit, il reste 2 mois, mais il va tout détruire. Là. Il va tout détruire sur son passage, il va briser le pays, il va inciter à la violence, etc. Et là, donc, toutes les personnes responsables, les gens de son propre cabinet, les gens autour de lui, les gens à la Chambre des deux côtés se disent on ne peut plus laisser faire ça. Prions pour qu'on n'en arrive pas là, pour le bien des États-Unis, nos voisins, prions pour qu'on n'en arrive pas là et que le président entende un peu raison. Oui, mais en même temps, tu soulèves l'hypothèse, puis il y a tellement plus rien qui nous surprend avec Trump qu'on n'a pas le choix de la soulever, cette hypothèse. Souvent, on s'est dit depuis 4 ans, voyons, ça ne se rendra pas là. Et à plusieurs reprises, ça s'est rendu là. Merci beaucoup, Mario. Merci. Au revoir.